Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle sortie de l'émission Point par Point. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir une dame sur nos plateaux. Et avec elle, ce matin, cet après-midi, si vous regardez lors de la rediffusion, nous allons parler de la paix. La paix en général, mais de manière particulière, nous allons parler de la paix intérieure. Restez avec nous tout de suite après. On vous retrouve. Merci d'être toujours fidèle à la radio Télé-Pacifique. Bienvenue dans cette émission très spéciale ce matin. Comme je le dis, nous avons le privilège et le plaisir de recevoir Martine Libertino. Elle est conférencière internationale, elle est peintre et elle est aussi médiatrice pour la paix. Martine, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Je vous en prie. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est un plaisir et pour nous de vous avoir au plateau de Point par Point aujourd'hui pour parler de la paix. Mais parlons de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire la paix? Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire déjà le bonheur pour moi, parce que le bonheur sans la paix ne peut pas exister. Ça veut dire aussi un bien-être physique chez une personne. Ça veut dire une capacité de bien vivre sa vie dans sa famille et de se nourrir correctement. Donc ça veut dire beaucoup de choses, hein. Mais avant tout, la paix veut dire un bien-être intérieur, savoir qui je suis, quelles valeurs j'ai et quelle est ma place dans la société. Parce que sans cela, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix. C'est quoi le lien, avant même d'entrer d'emblée dans l'émission, le lien entre la paix intérieure et la paix en général? La paix en général découle de la paix intérieure, dans ce sens que la paix en général pour moi n'est qu'un symptôme de la paix intérieure des différents habitants à l'intérieur d'un pays, en tout cas de la majorité des habitants. Et donc la paix intérieure est la cause de la guerre ou de la paix. Vous êtes aussi présidente et fondatrice de la fondation du Champ Libertino pour l'encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde. En quoi consiste le travail de cette association? Au départ, en fait, j'ai commencé mon travail avant que l'association existe. J'ai créé l'association quelques années après. Donc, Ça a commencé à partir de quelle année? j'ai commencé dans les années 90, où je suis allée en ex-Yougoslavie pour demander la paix. Vous voyez, en fait, mes premières actions ont été pour la paix. Mais à cette époque-là, je travaillais toute seule. En fait. C'était vraiment une vocation personnelle que je faisais. Je faisais cela à côté de ma peinture. Et petit à petit, je me suis engagée totalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé l'association en 1998. Donc Ok. mon association a eu 20 ans l'année dernière. C'est-à-dire que et 20 années et après, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que l'enthousiasme est toujours là, c'est que nous avons besoin de plus en plus de paix et que nous devons apporter à l'humanité, pour moi, justement, non pas des remèdes, mais l'explication des causes de ce qui se passe actuellement dans notre société, qui est tout sauf en paix, hein. Et le bilan, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule et je travaille avec un groupe de personnes qui sont très, très, très motivées, très engagées dans l'association pour cette paix. Et le bilan, c'est aussi la création des communautés de médiateurs pour la paix en Haïti et en Afrique, en République démocratique du Congo, qui travaillent donc aussi dans ce but et qui enseignent ma philosophie, puisque la philosophie que j'ai créée, que j'enseigne, est essentiellement justement pour la paix. On va parler tout à l'heure de votre philosophie, mais nous avons aussi parlé de deux structures, qui est l'association du Champ Libertino et aussi la communauté des médiateurs pour la paix. C'est quoi la différence, Martine? Alors, je peux même parler d'une troisième structure qui est alors l'école d'éveil philosophique pour les enfants et pour les jeunes, pour les adolescents, qui travaille pour des jeunes et des adolescents jusqu'à l'âge de 21 ans chez nous et jusqu'à 25 ans en Afrique et éventuellement ici en Haïti.
Et en fait, ce sont des entités séparées, mais en même temps qui fonctionnent de la même manière et pour le même but. Et ce but, c'est toujours enseigner justement une manière de vivre aux gens avec un état d'esprit qui rapproche les gens et non pas qui les sépare. Est-ce qu'on peut se dire que ces trois entités ou encore ces trois structures ont la même vocation? Si oui, pourquoi trois structures? Ah ben parce que l'une des structures s'occupe des enfants et des jeunes, ce qui me paraît absolument indispensable, parce que plus on apprend à être heureux jeune et plus on apprend des techniques de travail pour devenir un homme heureux et responsable, et plus on gagne du temps sur toutes les souffrances que nous emmagasinons si nous ne le faisons pas. Ensuite, l'autre structure apporte justement, que je parle des communautés de médiateurs pour la paix, ces trois structures, puisqu'il y a trois communautés de médiateurs, ces trois structures vont apporter un enseignement pour les adultes, mettre des programmes en place que je crée aussi pour la population, et des programmes qui sont prévus pour des populations particulières, pour un pays particulier, puisque chaque pays a ses spécificités au niveau des problématiques, je puis dire, des habitants. Et la troisième structure, c'est l'association du Champ Libertino qui fait la promotion de cet enseignement, de cette philosophie, et qui gère les programmes, qui gère les finances, et qui trouve des fonds, qui trouve des donateurs, etc. Mais est-ce qu'on peut se dire que ces deux autres entités sont des programmes de l'association du Champ Libertino? Non, non, on ne peut pas dire ça, puisque l'association du Champ Libertino ne fait que gérer. Si vous voulez, ce sont des programmes que j'ai créés et qui m'appartiennent en propre. Maintenant, et parlons de la paix. Tout à l'heure, vous avez dit que la paix, ça découle de la paix intérieure. Mais maintenant, comment gagner cette paix, qui est la paix intérieure, Martine? Alors, d'abord, ça ne se gagne pas, parce que cette paix intérieure devrait venir d'un désir profond, d'un besoin profond de chaque humain et d'une compréhension que nous avons en nous toutes les capacités pour être en paix. Et encore faut-il savoir ce que représente la paix, parce que souvent les gens s'imaginent que la paix découle d'un état méditatif, ou qu'il faut avoir la paix parce qu'on a une religion, etc. Pour moi, ce n'est pas ça du tout. La paix, c'est une manière de voir la vie, c'est justement cette philosophie de vie que j'enseigne, qui est que nous devons prendre conscience que nous sommes des entités libres, en fait. Chaque être humain est un être unique, avec ses besoins, avec sa personnalité, avec ses dons, avec ses difficultés émotionnelles également, et que la première chose que nous devons accepter dans notre vie, c'est de nous aimer, de nous considérer comme des êtres importants et de la valeur. Il y a un lien entre l'amour et la paix intérieure. Ah ben évidemment, la paix intérieure, nous ne pouvons l'avoir que si nous nous aimons. Autrement, aucune personne qui ne s'aime pas n'aura la paix intérieure. Et je dirais même que l'amour des autres, l'amour envers les autres, ne peut découler que de l'amour que je me porte, avant tout. Et cela me pousse à vous poser une question, Martine, c'est quel est le lien entre le comportement des gens adultes et le manque d'amour ou encore d'affection dont ils sont victimes lors de leur enfance? Alors là aussi, vous abordez, si je puis dire, un débat assez important, à savoir que nous avons toujours l'impression que si nous avons eu une enfance difficile, nous allons être toute notre vie victimes de cette enfance difficile, et que si le monde va mal, c'est parce que nous avons eu une mauvaise enfance. Si un pays va mal, c'est parce que les habitants ont eu des séquelles, ont eu une mauvaise enfance. Si nous partons de ce principe, nous devenons des victimes et nous n'arriverons pas à faire évoluer l'humanité, nous allons souffrir toute notre vie. Alors évidemment, nous avons la liberté de penser ainsi et de faire en sorte que je n'ai pas eu de chance dans mon enfance, donc il n'y a aucune raison que j'en ai plus tard. Je vois les choses d'une manière complètement opposée à cela, dans ce sens que l'enfant naît libre. Et bien sûr qu'il va naître dans une famille et en apparence il va avoir de la chance ou de la malchance, mais comme il est libre de sa propre évolution, il est libre de sa compréhension, de ce qu'il a vécu, de sa vie, de la vision de ses parents, de la vision de son éducation, de la vision de son gouvernement, de son pays. À partir de ce moment-là, en grandissant, il peut se faire une opinion aussi sur lui-même, sur la vie, sur les choses qu'il a vécues, et en même temps, il peut se dire librement, mais est-ce que je veux revivre la même chose? Si j'ai souffert dans mon enfance, est-ce que je veux encore souffrir? Est-ce que je ne veux pas me mettre en paix avec cette enfance? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette Là, enfance? il faudrait faire le sursaut, mais comment parvenir
à faire ce sursaut-là? Alors le sursaut ne peut arriver que lorsque je vais accepter de regarder ce qui se passe en moi et lorsque je vais me poser des questions, mais au fond, qu'est-ce qu'un être humain? C'est ça en fait. Hein. C'est que je vais me demander, je suis venu pourquoi sur Terre, je sers à quoi, comment je peux aborder la vie, comment je peux assumer ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi, comment, est-ce que j'ai une responsabilité ou est-ce que je suis une victime? Je crois que c'est une question qui est véritablement importante de savoir si nous pouvons assumer tout ce que nous avons vécu par notre responsabilité, par notre intelligence, par la compréhension des choses et par notre capacité de nous pardonner aussi à nous-mêmes ce que nous avons vécu, ou si nous décidons que nous sommes irrémédiablement une victime du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, et donc dans cette situation-là, nous allons nous punir tout au long de notre vie d'avoir été une victime, et nous allons aussi punir les autres parce que nous allons en vouloir à l'humanité, à la société. La vision que nous avons de notre liberté, que nous allons avoir de notre pouvoir, est absolument importante, parce que si j'ai une vision de moi en tant que victime, je vais détruire ma vie. Si j'ai une vision de moi en tant qu'être humain libre et pouvant changer sa destinée, parce que notre destinée n'est pas prédestinée justement, hein, elle est libre du parcours que je vais envisager pour mon futur. Et ce parcours va dépendre de mon présent, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je veux vivre? Vais-je être heureuse ou vais-je être victime parce que dans mon enfance... C'est-à-dire que là, c'est une sorte de processus pour guérir, en quelque sorte, l'âme abattue. C'est déjà une première prise de conscience et une motivation en face de notre vie, de notre futur, de notre destin. Est-ce que je veux continuer à souffrir parce que j'ai souffert, ou est-ce que je décide de ne plus souffrir parce que je ne mérite pas? À partir de cette question et de la réponse que je vais me donner, parce que je dois me donner une réponse, c'est non, je ne veux plus souffrir parce que je ne mérite pas ça. Au même titre que non, je ne veux plus d'où souffrir par mon pays. Non, je ne veux plus que nous souffrions dans notre pays. C'est aussi ça. Ce sont des questions fondamentales. À partir de ce moment-là, les réponses vont venir à moi, parce que je vais me rendre compte aussi, en ayant un regard intérieur sur moi-même, toutes les erreurs de jugement que je vais avoir, et tous les choix peut-être que je ne vais pas faire qui devraient m'aider, alors que j'ai devant moi, j'ai beaucoup de possibilités qui se présentent, que je ne vais pas choisir si je pense que je suis une victime. Mais maintenant, là, il y a plus d'un qui nous regarde là aujourd'hui, Martine, qui peut se demander, mais comment arriver à avoir ce déclic? Parce que pour se questionner, il faut être conscient. Cette conscience, elle va venir d'où, par exemple? À partir du moment où une personne, que ce soit un enfant comme un adulte, à partir du moment où une personne commence à se dire « j'en ai assez de vivre cette situation ». C'est ça déjà, parce que se dire « j'en ai assez de vivre cette situation », ça veut dire « je suis prêt à reconnaître qu'il y a des erreurs dans ma vie et que je suis prêt aussi à changer d'état d'esprit et je suis prêt peut-être à faire le travail qu'il faut pour que ça change. Parce que le but, c'est pas non plus de changer d'état d'esprit, de taper dans les mains, puis d'attendre que Dieu vienne faire le travail. Hein. Le but, c'est de retrousser les manches et de travailler. Voilà, c'est ça. Et dès ce moment, je vais me rendre compte de la vie intérieure qui est tellement riche à l'intérieur de moi, et je vais découvrir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je vais découvrir que deux êtres à l'intérieur de moi peuvent me faire comprendre qui je suis, pourquoi je fonctionne de cette manière-là, et comment je vais trouver des solutions pour justement changer de vie. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télévision Pacifique, et bien que à présent, nous recevons ici, sur les plateaux de l'émission Point par Point, Martine Libertino. Vous êtes médiatrice pour la paix, mais parmi les petites recherches que j'ai effectuées sur vous, Martine, j'ai pu remarquer qu'en 2008, vous avez écrit un ouvrage, c'est Réflexions à brûle-pourpoint sur ma philosophie. Oui. Qu'est-ce que aujourd'hui cette philosophie? En quoi elle consiste? En quoi consiste ma philosophie? Elle consiste avant tout à aimer la vie. Et en fait, c'est une philosophie de vie. Parce que philosopher juste pour palabrer, je pense que nous avons d'autres choses à faire, hein, surtout actuellement dans notre société. Donc c'est vraiment une philosophie de vie qui permet à l'être humain de comprendre son fonctionnement intérieur, de savoir qui il est, de découvrir toutes les qualités qui sont en lui, parce que nous avons tous des qualités, mais souvent nous n'en avons pas conscience, et de découvrir toutes les programmations, ce que j'appelle les programmations émotionnelles,
qui sont en lui et qui l'empêchent de faire fleurir en fait ses qualités, qui lui permettraient de se réaliser dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au niveau de son couple, que ce soit dans ses rapports avec sa famille, en tant que parent, dans sa vie professionnelle, de découvrir déjà qui je suis par rapport à un métier éventuel. Je veux dire, c'est à partir du moment où je ne me connais pas moi-même, je ne vais pas savoir qui je suis, quels sont les talents qui sont à l'intérieur de moi. Donc c'est une véritable aventure, si je puis dire, c'est partir à la recherche de soi, comme partir autour du monde, découvrir C'est une sorte de les pays. découverte. Ah, c'est une découverte, et pour moi c'est une découverte magnifique, parce qu'on ne peut qu'y trouver de belles choses, mais à condition d'accepter de voir les moins belles. Voilà. Mais à partir du moment où je décide de m'aimer, justement, je vais accepter de voir tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche d'être heureux, parce que en le découvrant et en acceptant de le voir, je vais pouvoir aussi utiliser des techniques de travail donc, qui sont offertes par les communautés de médiateurs dans tout ce travail que nous faisons pour la médiation pour la paix. Et ces techniques de travail peuvent seront mises donc en pratique au quotidien dans la vie de chacun, du matin jusqu'au soir, pour justement se déconnecter de nos mauvaises habitudes de fonctionnement, de nos souffrances, de nos habitudes d'être en colère, par exemple, se lever le matin et s'énerver, ne pas être content, pester contre le monde et contre la vie et contre notre gouvernement. C'est pas ce qui va nous faire, c'est pas ce qui va nous aider. Et je vais me rendre compte qu'à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de réponses que je n'écoute pas lorsque je suis en colère. Et cette espèce de, je dirais, de départ à la découverte de moi-même et à la découverte de ce que j'appelle ma conscience, à travers mon intuition, va me donner les réponses justement à toutes mes questions. Ce départ va me conduire vers la paix. Vous de nous parler de votre philosophie, mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'elle a été influencée par quelqu'un ou encore par quelque chose, cette philosophie? Alors, qu'est-ce qu'on appelle être influencé? Si on prend le sens, je dirais, basique du terme, non. Par exemple, est-ce que vous êtes puisé quelque part? Non, non, non. Ma philosophie, c'est ma vision, en fait, ma vision des choses. Est-ce qu'on peut se dire que cette vision, elle est unique en quelque sorte, là? Je ne peux pas dire qu'elle est unique, ce serait prétentieux de vous dire cela de ma part. Parce que là, je peux vous dire qu'elle m'appartient, mais je ne peux pas vous dire qu'elle est unique. Bon, mais je peux peut-être vous répondre par un autre biais, à savoir que je n'ai jamais lu de livre de philosophie parce que je suis une artiste peintre au départ. J'ai fait beaucoup de métiers d'ailleurs aussi dans ma vie, mais ce n'est pas le type de lecture que j'ai eu dans ma jeunesse, dans mon enfance. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était développement de la nature, les plantes, etc. Mais et mon métier de peintre. Mais cette philosophie, je pense qu'elle est née avec moi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'explication à donner. Je suis née avec et je pense que je partirai de cette terre avec. Et aujourd'hui, vous essayez de propager cette philosophie à travers le monde? Ben, parce que j'aime c'est pas le. Mon but, c'est pas de propager ma philosophie. Mon but, c'est de voir les gens ne plus souffrir. Voilà. Alors, il est évident que aimer les gens et ne pas les voir souffrir, ben, c'est leur donner aussi l'occasion de trouver des solutions pour ne pas souffrir. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, écoutez, arrêtez de souffrir. On ne peut pas faire ça. Il faut aussi trouver en soi des clés que nous avons vécues nous-mêmes aussi pour donner l'exemple de notre propre vie et pour dire aussi aux personnes, voilà ce que j'ai découvert en moi et voilà la philosophie que j'ai, qui me réussit, qui me permet d'être heureuse et qui me permet aussi de rendre peut-être mon entourage plus heureux et que je vous propose parce que c'est un des buts que je mets à disposition. Mais si vous voulez, cette philosophie est née petit à petit de par mes expériences dans la vie. Et j'ai découvert cela à l'âge de 30 ans alors que j'étais peintre et heureuse de l'être. Et est-ce qu'on peut se demander, est-ce que cette philosophie peut contribuer à établir la paix à travers le monde? Ah ben ça, quand même, ça je peux me permettre de vous le dire. Hein. Je l'enseigne depuis 40 ans et elle a déjà touché je dirais même des millions de gens. Dans mon travail en Afrique, dans mon travail ici, dans mon travail en Europe, parce qu'en Europe je forme aussi des gens. J'ai donné des consultations pendant de nombreuses années et les gens me disent tous la même chose, me disent que ça a changé leur vie, que ça change leur vie et ça change leur regard sur la vie aussi et ça les rend plus heureux.
Mais parce qu'il faut un travail, évidemment. Hein. Je veux dire, moi, je propose et c'est eux qui travaillent. Hein. Alors, on va parler de vos travaux à travers le monde, particulièrement en Haïti et en Afrique, mais ce sera après la pause. Si vous venez de vous brancher sur la télévision Pacifique, je vous rappelle que vous suivez l'émission Point par Point. Aujourd'hui, nous recevons Martine Libertino, médiatrice pour la paix à travers le monde. Elle dirige une association qui s'appelle la Communauté des médiateurs. Et aujourd'hui, cette association est présente en Haïti. Depuis quelle année, Martine? Depuis 9 ans, donc on peut dire depuis 2011. Alors maintenant, le travail que vous effectuez en Haïti, c'est quoi? En quoi est-ce que ce travail consiste? Alors, ce travail consiste déjà à faire vivre une communauté de médiateurs pour la paix, parce que c'est déjà un travail très important au départ, dans ce sens que ces médiateurs pour la paix deviennent des formateurs. Ils vont pouvoir former d'autres gens dans la société, en particulier avec les enseignants au sein des écoles et dans des programmes au sein de la population. Donc, le premier travail qui se fait, c'est justement d'amener ces personnes à prendre conscience de leur vie, de leur qualité, de leurs valeurs et de ce qu'elles ont vécu aussi dans le passé, des séquelles émotionnelles qu'elles ont eues dans leur passé, dont elles peuvent se débarrasser pour avoir une meilleure vision de leur vie et surtout une vision de leur pays. Parce que les comités de médiateurs pour la paix, leur vocation est d'aider leur pays avant tout. Mais nous devons passer par un travail intérieur, par un travail personnel, pour que la personne puisse être en paix avec elle-même, pour qu'ensuite elle puisse aider la population à trouver des solutions. Ça, c'est le travail de base. Ensuite, le deuxième travail, c'est de voir quelles sont les problématiques du pays, dans tous les secteurs du pays, et créer des programmes, parce que je crée des programmes à la carte, je ne crée pas des programmes que je distribue partout, ce sont des programmes à la carte en fonction des pays, et créer ces programmes par rapport aux besoins, justement, aux difficultés du pays, et avant tout pour tous les habitants, en fait, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Et nous mettons ces programmes en place au sein de la population et dans les écoles. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé avec des partenaires haïtiens? Bien sûr, mais je ne travaille qu'avec des Haïtiens. Je travaille qu'avec des partenaires locaux, je parlais des nationaux. institutions haïtiennes en tant que partenaires. Alors, les institutions haïtiennes, en général, elles ne sont pas tellement présentes parce que chaque fois qu'on va les voir, elles n'ont pas les moyens de travailler avec nous, elles n'ont pas les finances, elles n'ont pas la disponibilité. Donc, je travaille avec la population et je trouve que c'est déjà beaucoup parce que, en général, je m'attache à travailler avec les gens qui souffrent, avant tout. Parlons de travail avec des gens qui souffrent. Est-ce que dans le cadre de ces programmes, de ces différents programmes, vous avez effectué des visites dans des zones dites de non-droit ou encore dans des bidonvilles en Haïti? En Haïti, on travaille avec le Corail, je pense que vous connaissez. Courage? Le Corail, le camp Corail. Donc c'est dans la région de Canaan. Donc là, c'est déjà une population qui est très 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 fragilisée, puisqu'elle elle stagne dans un no man's land depuis 7 ans, depuis le tremblement de terre. Et ce sont des gens qui ont été abandonnés, je dirais, par les ONG internationales et qui, lorsque je suis arrivée ici, qui étaient désespérés. Et on est en train de mettre un programme en place depuis déjà 2 ans au sein de Corail, qui était un camp d'ailleurs quand je suis arrivée, et que nous avons décidé... C'était quoi un camp? Non, ce n'est plus un camp, en tout cas pas dans l'état d'esprit des gens, puisque nous avons décidé dès mon arrivée qu'à partir du moment où ils étaient là depuis 5 ans, ils avaient le droit de dire qu'ils étaient dans un village qu'ils allaient reconstruire et créer. Parce que l'état d'esprit a une importance fondamentale. Vous voyez. Savoir que je suis dans un camp pour toute ma vie et que je suis délaissée de tous, je ne pense pas que ça mette de bonne humeur une personne. Savoir qu'à partir du moment où elle est là et qu'on lui donne l'autorisation de vivre dans ce lieu, elle en fait un village, c'est une autre démarche et c'est une autre philosophie qui donne du courage et de l'espoir aux gens.
et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de commencer à travailler avec la population pour aider la population par rapport aux séquelles aussi qu'elle a depuis qu'elle a vécu cette épreuve. 2010. Voilà, et mettre en place dans les écoles des cours d'éveil philosophique pour les enfants, travailler avec les jeunes, et surtout mettre en place ce qu'on appelle un enseignement des valeurs fondamentales pour la population, mais qui débouche aussi sur des actes concrets, à savoir trouver des activités pour gagner sa vie, commencer à faire des jardins agricoles pour que les gens puissent commencer à manger, et voir tout ce qui ne va pas dans le village, que nous allons devoir reconstruire, mettre en place, etc. Alors il est évident que ça demande aussi des finances, ça demande beaucoup d'argent, parce qu'il y a énormément d'habitants à Corail, c'est pas un petit village de 100 habitants. Et là, nous avons besoin de toute la population aisée qui pourrait nous soutenir, justement, parce que lorsque je travaille dans un pays, je trouve qu'il est important que nous puissions travailler avec les gens de ce pays et non pas toujours aller chercher les ONG internationales, et que ceux qui sont un peu plus aisés puissent aider ceux qui sont plus fragilisés. La communauté des médiateurs pour la paix est présente en Haïti depuis 9 ans et vous travaillez aussi sur le continent africain, particulièrement au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo. Mais c'est quoi le lien entre Haïti et la RDC? Parce que vous avez travaillé dans les deux pays. Oui. Ben, je travaille toujours dans les deux pays. Ben, le lien, c'est la souffrance. Hein. Le lien, c'est la fragilité des gens, c'est la colère, c'est le désespoir. C'est ça le lien, en fait. Hein. Mais il ne faut pas voir, je dirais, tout ça d'une manière négative, parce que depuis que j'ai commencé d'abord en RDC, hein, je suis venue ensuite en Haïti, et aujourd'hui, même si mes élèves sur ces continents ne se sont pas rencontrés physiquement, parce que malheureusement nous n'avons pas les moyens de les réunir. Mais très votre philosophie. Mais nous avons un grand rêve, c'est de les réunir un jour. Hein, voilà. Mais en même temps, nous avons des moyens technologiques qui nous permettent justement de faire en sorte qu'ils puissent communiquer entre eux. Martine, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Haïti connaît une situation difficile depuis tantôt 18 mois, depuis juillet 2018. Mais 3 mois de cela, on peut dire que la situation elle devient de plus en plus difficile en Haïti. La paix, on se demande de ce qu'on va trouver cette paix, la paix intérieure particulièrement, mais aussi la paix à travers les rues, parce qu'il y a des manifestations, il y a des mobilisations, il y a des heurts qui se font tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi le lien entre cette situation de misère ou encore de pauvreté et la paix dont vous parlez? Écoutez, je peux vous dire déjà que nous avons vécu cette situation l'année dernière en RDC, hein, parce qu'il y a eu des élections, les gens sont descendus dans la rue, des gens qui se sont fait tuer aussi, etc. Donc on a vécu une situation très 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 difficile. Mais le dénominateur commun, si vous voulez, entre le travail que nous faisons et le changement qu'on doit avoir, qu'on doit mettre en place dans ce pays, c'est une nouvelle vision de soi, une nouvelle vision de ce que nous sommes par rapport à notre pays. Parce que ça, c'est important. C'est que la plupart du temps, et dans tous les pays du monde, c'est pas seulement ici, c'est qu'on a toujours l'impression que si le gouvernement ne fonctionne pas, si le pays ne fonctionne pas, nous ne fonctionnerons pas non plus, et nous sommes perdus. Hein. Et aujourd'hui, il faut se rendre dans l'évidence quand même. Je veux dire, c'est pas moi qui invente ça, c'est pas un rêve, c'est pas une utopie. C'est que si on compte sur nos gouvernements, on peut toujours pleurer, parce que partout ça ne marche pas. C'est pas seulement, bon, bien sûr qu'ici c'est dramatique, mais si je regarde ce qui se passe en France, par exemple en Europe, partout, c'est la dégringolade. Hein. Et il faut comprendre aussi pourquoi. C'est que. Mais les choses fonctionnent là-bas. Ça fonctionne de moins en moins. Ouais. Et on vous fait toujours croire que ailleurs c'est mieux qu'ici, mais moi je vous dis que non, parce que nous aussi il faut qu'on exporte aussi ce que nous sommes dans nos pays. Arrêtez de vous faire croire qu'on est meilleur que vous et que tout ce qu'on fait est réussi, c'est pas vrai du tout. Et ce que je constate, c'est que nous avons partout dans tous les pays, c'est ça ce dénominateur commun, la même problématique. Ce sont des problématiques émotionnelles qui sont à l'intérieur de nous, qui ne nous font pas comprendre ce que nous devons faire pour réussir notre vie et pour surtout réussir la vie en commun. Parce que la plupart du temps, on s'imagine que parce qu'on va réussir notre vie dans notre coin, tout va aller bien. C'est pas vrai. Je veux dire, on est tous liés les uns aux autres, on dépend tous les uns des autres. Ce qui veut dire que celui qui a de l'argent,
doit aussi être capable de donner du travail aux autres pour que les autres puissent aussi en profiter, etc. Celui qui travaille pour les autres doit aussi se rendre compte qu'il est responsable du travail qu'il fait, parce qu'il doit aussi avoir du respect pour celui qui donne du travail. Vous voyez. Et en fait, ce respect-là n'existe pas dans notre société. Les gens ont peur, c'est chacun pour soi, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'opportunisme, les gens sont passifs parce qu'ils ne veulent pas prendre non plus de responsabilité. Et en fait, tout simplement, si on peut avoir un langage, je dirais, tout simple, c'est ça que les médiateurs pour la paix apprennent, c'est qu'ils apprennent à être responsables d'eux-mêmes, ils apprennent à être responsables de leur vie, à agir, à arrêter d'avoir peur d'être rejetés, s'assumer complètement tels qu'ils sont, avec leurs valeurs, avec leurs qualités. Ils apprennent à ne plus douter, ils apprennent à ne plus avoir peur des autres, à ne plus se méfier. Vous voyez, en fait, notre travail est basé sur vraiment des valeurs fondamentales, une éthique de vie que les gens n'ont plus dans notre société. Et à partir de là, vous pouvez faire un travail magnifique, et c'est ce qu'on enseigne à la population. Mais avant tout, ça veut dire que nous devons nous rendre compte que nous avons assez d'intelligence pour devenir autonomes, que ce soit spirituellement comme matériellement. Et aujourd'hui, en voyant notre société, on n'a pas le choix quelque part. C'est où on se dit, on est des victimes, on va pleurer, et puis on attend que les gouvernements changent, et que les gens qui sont au gouvernement pensent à nous, où on se dit, même si on a peu, même si on n'a rien, on va faire quelque chose avec ça. Voilà. Nous avons des objectifs de développement durable pour 2030. Là, on est pratiquement en 2020. Et on se demande, avec cette situation de peur qui règne, est-ce qu'on peut parler de développement durable? Alors, de nouveau, vous voyez, si je vous parle des gens avec lesquels je travaille, qui mettent en pratique ma philosophie, je peux vous garantir que ces personnes prennent tout ce qu'elles ont à leur disposition pour justement faire évoluer le monde, que ce soit au niveau du développement durable, que ce soit au niveau de la vie de leur communauté, de leur manière de fonctionner avec leurs voisins, avec leur famille. L'état d'esprit change à ce moment-là d'une personne, et elle va en fait découvrir que en étant active dans sa vie, en arrêtant d'avoir peur, en arrêtant d'attendre des autres, finalement, elle réussit ce qu'elle entreprend, et elle arrive à s'en sortir financièrement, elle arrive à s'en sortir avec ses voisins, parce que en fait, Là, c'est à titre individuel. le travail est individuel, mais à partir du moment où je fais un travail individuel, où j'apprends à m'aimer, je vais me tourner vers l'autre et je vais apprendre à aimer l'autre, hein, et je vais lui apprendre aussi par voie directe quelque part, à prendre soin de moi et à prendre soin de lui, parce que, je vous donne un exemple, une personne qui apprend à être généreuse, si elle comprend la générosité non pas comme un sacrifice, mais comme vraiment un amour pour elle-même, elle ne va plus se laisser écraser par les autres, elle ne va plus se sacrifier pour les autres. Ce qui veut dire que l'égoïste qui est en face de lui, hein, ou d'elle indirectement, il ne pourra plus être égoïste, simplement parce que quand il va vouloir prendre, la personne généreuse ne va lui donner que ce qu'elle estime nécessaire de lui donner. Vous voyez. Donc on va donner une image aux autres, on va tendre la main aux autres pour qu'ils puissent changer, mais sans se sacrifier. Ce n'est pas du tout cette démarche-là. Maintenant, voilà. Si la méthodologie elle est individuelle, comment arriver à faire ça de manière collective aujourd'hui? La méthodologie est individuelle, mais dans le cadre d'un groupe. C'est ça. C'est que si on prend le système d'enseignement que nous avons, par exemple, je vous ai parlé de Corail tout à l'heure, hein, je peux vous parler d'autres quartiers à Port-au-Prince où nous travaillons, à Cité-Soleil, etc. Déjà, lorsque l'animateur de l'école d'éveil va travailler dans une école, il va toucher des centaines d'enfants, il va toucher des dizaines d'enseignants, parce que les premières personnes à qui nous allons donner un enseignement, ce sont justement les enseignants avec la direction d'école. Nous allons toucher les parents, puisque nous faisons des séances d'enseignement aussi avec les parents, des séances d'information. Pardon? C'est à venir. Ou c'est quelque chose que vous avez déjà commencé? Non, on a déjà commencé, bien sûr. Non, on a déjà commencé. On travaille avec plusieurs écoles et on a déjà travaillé avec des écoles privées. Est-ce que vous aussi. ne rencontrez pas des difficultés quand vous allez dans ces zones? Par exemple, et si vous avez un programme pareil à Cité-Soleil ou encore à Grand Ravine, etc., là où il y a des gens ou encore des jeunes qui sont armés quotidiennement?
Bah, les difficultés, en fait, on les rencontre plus sur la route pour aller là-bas que là-bas, non? Parce que les gens avec lesquels nous travaillons sont des gens que nous avons testés au départ. On ne va pas travailler avec des gens qui ne sont pas motivés, qui ont envie de faire du mal, vous comprenez? Voilà. On choisit aussi les personnes avec qui nous voulons travailler parce qu'on exige aussi d'elles qu'elles donnent quelque chose. Je veux dire, c'est pas du sacrifice, hein. C'est qu'elles doivent aussi, elles, venir travailler régulièrement, être à l'heure, faire preuve de rigueur, faire preuve de motivation. Autrement, on refuse de travailler avec les gens. Et à partir du moment où se crée ce lien de solidarité, ce lien d'amour et ce lien d'entente, nous avons des gens qui sont plus que motivés et qui vont répandre en fait cet enseignement autour d'elles, que ce soit les enfants, que ce soit leur famille, que ce soit les enseignants. Et petit à petit, je dirais que c'est un enseignement qui se propage comme un feu de forêt, parce que ça va très vite, parce que les gens mettent en pratique dans leur vie de tous les jours et ils voient très vite l'avantage qu'ils peuvent avoir à faire ce Est-ce que vous travail. avez une idée du nombre de gens avec qui vous avez déjà partagé votre philosophie ici en Haïti? On peut compter en tout cas 2 ou 3 millions déjà. Oui, Ça fait beaucoup. Oui, Sur ça une fait population beaucoup. d'environ 12 millions. Ben oui, ça fait beaucoup, mais ça fait peu aussi. Ça fait peu aussi parce que... Mais maintenant, si par rapport à ce que vous avez déjà dit tout à l'heure, c'est cette philosophie, mais si les gens croyaient vraiment cette philosophie, on peut se dire qu'on aurait pu voir ce changement avec environ 2 ou 3 millions de gens et formés à travers votre philosophie. Alors, vous pouvez... Là je ne vous parle pas des résultats avec des preuves, je vous parle des gens avec lesquels nous avons travaillé, les gens qui ont voilà, reçu notre enseignement, parce qu'il y a aussi des émissions de radio, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites. Mais je peux vous dire que les gens avec qui nous travaillons changent complètement leur vie et vont enseigner à leur tour je dirais cette philosophie. Et les résultats, nous les voyons. Et je peux vous donner des résultats encore plus importants en RDC parce que j'y suis depuis plus longtemps. Et actuellement, nous avons reçu des fonds pour pouvoir propager cet enseignement dans tout le pays. Hein. Et nous sommes en train de faire des statistiques. C'est ce que j'aimerais d'ailleurs faire ici en Haïti. Ces fonds, ils viennent d'où, par exemple? Ben, les fonds, ils viennent de donateurs en Suisse. Donc pour la RDC, ils viennent de donateurs en Suisse, de donateurs en Italie que nous avons, et qui nous permet aussi de former donc, les membres de la communauté, qui sont au nombre de 70 hein, en RDC, et qui vont justement enseigner partout dans le pays. Et là, à travers ces statistiques, nous voyons à quel point c'est important, puisqu'il y a des groupes de gens qui prennent des initiatives, qui ouvrent des entreprises, qui décident de transformer leur vie en nettoyant leur quartier. Et vous aidez ces gens-là? Pardon? Et vous les aidez? Ben, on les aide à comprendre ce qu'ils doivent faire pour être heureux, à comprendre ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir et ne pas attendre que leur gouvernement vienne les sauver ou que des ONG internationales viennent les sauver. Et ici, c'est ce que nous sommes en train de faire Ce aussi. qui n'arrivera probablement jamais. Mais ben, moi, je n'y crois pas, de toute façon. J'y crois plus depuis longtemps. Mais ça ne me gêne pas, vous comprenez, parce que je n'en souffre pas. Je n'attends rien. Alors, si un jour le gouvernement a envie de venir nous chercher et de venir travailler avec nous, parce qu'ils sont déjà venus nous chercher, mais ils n'ont pas eu envie de travailler. Peut-être que, peut-être que dans la phase suivante, ils auront envie de travailler. Ben, la différence, c'est qu'à partir du moment où on vient nous demander d'aider, notre aide, ça veut dire qu'ils doivent aussi participer. D'accord. Bon. Mais moi, je ne suis ni frustrée, ni déçue par ce que nous devons faire avec ce que nous avons. Et je trouve que nous avons un rapport tellement extraordinaire avec la population, avec les habitants d'un pays, avec tout ce que nous pouvons partager avec eux, avec tout ce que nous pouvons faire, et le changement que nous voyons chez eux, de prendre leur vie en main, de décider de nettoyer leur quartier, même si personne ne vient nettoyer, c'est eux qui vont décider de nettoyer devant leur porte. S'ils ont 1 mètre carré de terrain, on leur propose de faire de l'agriculture. Ils vont faire de l'agriculture, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si un va planter 3 poireaux, on va leur expliquer que si tout le monde plante des poireaux, ben, ils vont avoir des séquelles au niveau de leur santé parce qu'ils vont manger que des poireaux. Donc on va leur expliquer qu'un va planter des poireaux, d'autres va planter des choux, quelqu'un d'autre va planter des pommes de terre. Et avec ça, ils seront en bonne santé. On va terminer avec l'entrevue, mais si vous avez un dernier mot, ce serait quoi? Eh ben, le dernier mot serait que plus nous avons d'amis qui viennent nous rejoindre, là je parle d'Haïti puisque je suis en Haïti, nous avons besoin... Alors, vous voulez parler de partenaires?
Voilà, mais des partenaires et de la population qui a envie de s'en sortir, qui arrête de pleurer, qui arrête de se plaindre, mais qu'elle décide de venir travailler avec nous parce que les résultats sont là. Voilà notre invitée aujourd'hui, Martine Libertino. Elle est conférencière peintre et médiatrice pour la paix. Merci à vous qui avez suivi cette nouvelle émission point par point. Restez avec nous sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.